Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais la lecture de Gérard Le Joliffe, Le sport est à tout le monde. Le sport est à tout le monde aux éditions sociales, Notre temps, Société. Le sport est à tout le monde. Ici, quelqu'un a marqué un petit chiffre, 54. Chiffre mystérieux. Gérard Le Joliffe, Le sport est à tout le monde. Donc, on a oublié de mettre des majuscules à Gérard Le Joliffe, puisque c'est un nom propre. Normalement, on met des majuscules. Donc, je vous dirai, quand il y a des fautes d'orthographe, je me permettrai de corriger dans le livre. Par contre, des fois, moi, je dis des fautes à l'oral. Hein. Le sport est à tout le monde. Édition sociale, Notre temps, Société. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre les majuscules, hein, ici. C'est du sportif. Notre couverture. Photo Michel Casino, Image Bank, maquette Arlette Carré. La loi du 11 mars 1957 n'autorisant au terme des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite, alinéa 1er de l'article 40. Je comprends pas, en fait, ils mettent des points après partiel, et puis ensuite, à fait, ils mettent pas de majuscules. Je sais pas ce qu'il avait, le copiste. Hein. Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. Tout droit de reproduction, de traduction et d'adaptation réservé pour tout pays, 1981, édition sociale, Paris, ISBN 2 209 05 409 5. Sommaire. Préface Robert Méran. 5. Introduction. Rien n'est neutre, mais tout n'est pas politique en grand 1. Page 9. 1. Les activités physiques et sportives se développent dans un système complexe. Page 15. 2. Les différentes fonctions des pratiques corporelles et les systèmes qui les organisent. 27. Grand 2. Rôle, fonction, organisation des activités physiques et sportives. Page 35. 1. Le sport. Page 35. 2. L'éducation physique et sportive. Page 45. 3. Les activités physiques et sportives de récréation, page 50. 4. La haute performance, page 54. 5. Domaine de la vie sociale où interviennent des pratiques corporelles, page 64. Petit a. Les pratiques corporelles de santé, page 65. Petit b. Les pratiques corporelles et le spectacle sportif, page 72. Donc ça, c'est page 2. Donc c'est écrit en caractères romains les nombres des pages. Non, seulement dans un premier temps. À partir de 12, on retombe à 1. C'est anecdotique. Hein. Petit c, les pratiques corporelles et le bénévolat, page 75. Petit d, la place du sport dans la vie économique, page 78. Grand 3, le sport français, réalité et proposition, page 83. Grand 1, une situation contradictoire, page 83. 2, les Français ne sont pas sportifs. Ouh là là, il y a des erreurs, des fantaisies. Là, ça devrait être un 1 en chiffres arabes. Les chiffres arabes. Bon, ils l'ont mis en chiffres romains. Les Français ne sont-ils pas sportifs, page 105. 3. Les objectifs du pouvoir, page 105. 4. La guerre idéologique et les pratiques corporelles, page 122. 5. Il faut changer de politique sportive, page 135. 4. L'olympisme, page 151. 1. De Coubertin, page 153. 2. Les Jeux de Moscou ont eu lieu. Que disent les faits, page 161. 3. La place de la France, page 173. 4. Le boycott à Moscou, pourquoi, page 180. 5. Un terrain de lutte de l'olympisme, le racisme, page 193. Conclusion, page 207. Annexe, la charte olympique, page 219. Bibliographie, page 219. Préface de Robert Méran. Ce livre est un événement rare. Il n'est pas le fait d'un journaliste,
d'un universitaire, d'un écrivain, dirigeant du mouvement sportif, militant du sport travailliste, Gérard Le Joliffe échappe à la clause implicite selon laquelle il ne convient guère d'écrire pour un responsable élu. Quelle opportunité de s'exprimer personnellement en vertu des pouvoirs que confère l'élection. À propos de l'idéal, de la norme, de l'éthique, en vertu de quoi on réglemente, décrète, commande, ordonne, dispose, légifère et décide. Un mot du président, par-ci, une petite phrase par-là, à l'occasion d'un discours, d'une interview. La charte du sport, élaborée naguère par une commission ministérielle, suffisent à légitimer le tout. Au besoin reste la possibilité d'en appeler aux grands ancêtres, de Coubertin, Georges de Saint-Clair, Pascal Grousset, Giraudoux, de Monterland, Desgranges, etc. Tout est dit et l'on vient trop tard depuis qu'il existe des hommes qui pensent. L'aphorisme de la Bruyère justifie le regard quasi constamment fixé dans le rétroviseur. À la limite, il est confortable d'en référer à l'opposition. Terrain-théorie. L'élu consacre son temps de bénévolat à l'action. Ce livre est un événement daté. Il signale un moment charnière dans l'enchaînement des événements qui tissent la trame historique du sport travailliste. Arrive à terme échu la période inaugurée en 1934 avec la signature de la Charte de l'Unité. Charte adoptée au Congrès constitutif de la FSGT en 1934 dans la salle de la Grange-aux-Belles. Les dirigeants politiques fondateurs de la FSGT opposent leur ardent volontarisme à l'optimisme conquérant du sport bourgeois. Pour le socialiste allemand de l'USSGT, la charte prélude de l'unité totale de la classe ouvrière a pour but d'attirer à la FSGT l'ensemble de la jeunesse sportive encore fourvoyée dans les clubs bourgeois. Compte rendu des débats du congrès, journal Sport, 27-12-34, reproduction dans Sport plein air, décembre 1980, pages 22 à 25. Pour le communisme des champs de la FST, la nouvelle organisation doit prendre la défense des revendications de tous les travailleurs sportifs. C'est de cette façon que le club de la FSGT apparaît comme le véritable défenseur des travailleurs sportifs. Unanime. Alors là, c'est pareil. Il y avait deux déclarations qui renvoyaient au même commentaire en bas de page. Unanime, les congressistes de la Grange-aux-Belles poursuivent le but de renforcer la lutte des travailleurs sportifs dans tous les domaines pour le soutien de toutes les actions de la classe ouvrière contre le fascisme et la guerre. Autre note renvoyant au bas de page précédent. Se déploie alors une stratégie d'utilisation des pratiques sportives comme moyen d'inculquer les valeurs de l'éducation travailliste comme voie d'accession à la conscience politique de classe. L'essentiel est de veiller à créer et maintenir un corps d'éducateurs de l'esprit FSGT. Quels critères pour garantir la présence de cette élite politiquement consciente dans les organismes statutaires ? Pour les dirigeants de l'USSGT, la caution doit être l'appartenance à une organisation de la classe ouvrière, politique, syndicale ou coopérative. Pour Maran, Mention et d'autres de la FST, ce sera l'appartenance à la FSGT elle-même. N'est-elle pas comparable par ses structures et son fonctionnement aux organisations que se donne le mouvement ouvrier ? Qu'en est-il advenu après ce demi-siècle bientôt d'existence de la FSGT ? Le sport en tant que phénomène réel, social, économique et politique a une importance que l'on ne peut plus ignorer. On ne peut plus y appliquer de critères de valeur datant d'autres époques, par exemple de l'Antiquité, ou explicables selon des normes et des modèles empruntés. Les normes et des modèles empruntés à d'autres domaines ou institutions. A. Zimiski, Sport et développement humain, édition sociale 1975, pages 256-257. Confrontés à l'université et au prestige accru du fait sportif, les idéologies dominantes de la société capitaliste secrète désormais un scepticisme désenchanté, un scepticisme désenchanté, un neutralisme frileux de noirs oracles. Gérard Le Joliffe, quant à lui, à son niveau personnel, donne à voir comment les militants du sport travailliste s'efforcent ni d'idéaliser le réel, ni d'en donner une image épurée, ni de limiter à des raisons superficielles la polémique avec des idéologues du sport en crise.
La progression de 130 000 à plus de 300 000 adhérents en une décennie a confronté la FSGT à la nécessité de prendre en compte le fait que la réalité sociale est une par l'action inséparable et contradictoire de facteurs objectifs et subjectifs. Émerge une stratégie nouvelle, visant à travers les transformations des pratiques sociales à donner une cohérence entre politique et vie quotidienne. Par exemple, les procédures innovées dans les récents congrès fédéraux pour favoriser la participation du plus grand nombre reposent sur l'expression de la conscience qu'un individu peut avoir de la réalité sociale et de son insertion personnelle. Il est notable que l'appréhension que chacun peut avoir de la réalité sociale et de son rapport à cette réalité n'est pas unique, mais multiple et contradictoire. Cette appréhension est polarisée entre les aspirations personnelles et les conceptions philosophiques, politiques, religieuses, etc. La polarisation, en simplifiant, peut être schématisée suivant ce modèle. Société industrielle, capitaliste, travail, aliénation, temps libre, lutte, loisirs, engagement sociopolitique, socio-spirituel, socio-culturel, nouvelles valeurs, forme moderne du mouvement associatif, élitisme de la prise de conscience, éducation, développement social. Un tel peut aspirer à ce que tout change en matière de sport national, mais rejeter toute attitude de lutte contre le système de la société capitaliste. Tel autre peut manifester le souhait résolu de la transformation du système social, mais limiter ses aspirations à quelques améliorations des pratiques sportives. L'enjeu de la stratégie nouvelle est dans la prise en compte d'une articulation entre conscience politique, conscience égocentrique, d'une qualité de la vie, vouloir vivre autrement, valeurs de l'éducation travailliste, valeurs nouvelles qui émergent du temps libre, structure syndicalo-sportive, vie associative comme lieu où se forge un tissu de nouvelles relations, convivialité. Activité de décision descendante du niveau fédéral au niveau club, activité qui part du quotidien des valeurs émergentes pour rechercher l'efficacité, autonomie des niveaux, intégration, coordination, communication. Le rôle des responsables n'est donc plus de penser pour les autres ou de projeter pour les autres ce qui serait bien pour eux. Leur fonction est de traiter les différentes expressions individuelles, d'en respecter la pluralité pour mettre en évidence leur signification, les organiser en une thématique d'ensemble qui orientera le processus du changement. Nous voulons pratiquer sans discrimination, décider nous-mêmes, vivre mieux, 24e congrès de la FSGT, Port de Bouc, 1980, plaquette des travaux du congrès. Ce livre est un essai. Il est loisible d'aborder l'un ou l'autre des thèmes traités en 4 chapitres dans un ordre différent de celui proposé. Une lecture à la carte au gré de chacun semble une bonne recommandation. Quel que soit son sujet, Gérard le Joliffe ne lâche pas les deux bouts de son fil conducteur. Le sport est à tout le monde. Mais il n'est rien moins que la société où il existe et agit. C'est d'elle qu'il puise son suc idéologique. C'est dans son cadre qu'il accomplit ses fonctions complexes. Le sport est à tout le monde, mais ce n'est pas un cadeau ni même un objet parmi ceux que la société de consommation propose aux acheteurs promenant leur caddie dans les grandes surfaces commerciales. C'est une conquête, fruit d'une appropriation active et de luttes difficiles et complexes. Le sportif, du temps présent contraint à prendre parti, confronté à l'inconfort du choix parmi la cacophonie des opinions contradictoires, trouvera auprès de l'auteur l'information, le découpage, l'éclairage nécessaires pour s'autodéterminer. Le militant, Gérard le Joliffe, se situe en effet au plan de l'action, celui de la confrontation et des ruptures. Préoccupé de convaincre plutôt que de guider, il s'efforce de saisir les interactions entre sport et société, entre différents secteurs du domaine des activités physiques et sportives. Pour ce faire, il n'y a pas lieu de refuser les connaissances issues de la recherche biologique, psychologique, sociologique appliquée au sport. Il convient de tenir le plus grand compte de, là on en est à la page 11, données provenant d'une approche économique, juridique, sociale. Mais les préoccupations majeures de Gérard le Joliffe concernent l'identification et la critique des stratégies, du pouvoir en matière de politique sportive, du mouvement associatif pour le développement du sport, du syndicalisme pour la promotion des revendications propres aux loisirs actifs, des partis politiques quant aux attitudes nouvelles ou renouvelées à propos des pratiques corporelles. L'ambition de l'auteur, notre ami, notre camarade, est manifestement de nourrir l'intérêt pour le sport en cherchant au-delà des seuls résultats techniques et des potins sur les vedettes. Pour ce faire, aujourd'hui, l'essentiel était de rester simple et sincère. Nombreux, pensons-nous,
seront ceux qui reconnaîtront ses qualités au livre de Gérard Le Joliffe. R. Méran, membre du comité national de la FSGT, président du conseil pédagogique et scientifique de la FSGT. Donc, introduction sans majuscule, et nous passons aux chiffres arabes. Ah non, ça dit sur romain, nous passons aux chiffres arabes. C'est anecdotique, hein. Je me répète un peu. Un peu beaucoup. Le sport et les autres activités culturelles ont bien du mal à se comprendre et pour le moins entretiennent des rapports ambigus. C'est sans doute que dans le sport, c'est-à-dire dans l'ensemble des pratiques corporelles que ce mot recouvre, la matière est incontournable. Depuis Épicure, en passant par Spinoza, Diderot et bien sûr Marx, mettre la matière au premier plan est le plus sûr moyen d'obtenir un traitement de défaveur. Certes, depuis que l'aristocratie de la fin du XIXe siècle a mis au goût du jour ce qui pour certains reste une gesticulation plus ou moins plaisante, l'esprit s'est aussi investi dans le sport, au point que l'on peut avoir l'esprit sportif sans que cela corresponde à la moindre pratique réelle autre que verbale. Il est possible également, dans un souci de consensus sans doute, de poursuivre un équilibre précaire entre la tête, l'esprit sain, et les jambes, le corps sain. Entre l'action strictement biologique et la fibre musculaire et les envolées lyriques de l'esprit qui transcendent l'être pour les victoires du stade, l'idéologie dominante grâce au sport s'en donne à cœur joie. Contre ceux qui veulent réfléchir hors des limites qu'il prétend fixer aux sportifs et aux autres, le neutralisme lance l'anathème, dernier recours contre la politisation, considéré alors comme une démarche diabolique dans la mesure où le changement dans notre société est à l'ordre du jour. En fait, ce que l'on refuse au sport, c'est son statut social. L'on veut cacher que les pratiques corporelles sont d'abord et avant toute chose des pratiques vivantes, organisées dans un temps réel et dans un espace mesurable. Mais le sport, c'est aussi des hommes et des femmes de chair et de sang, bien sûr, qui ont une vie, une histoire, des connaissances, des inégalités, des différences, un travail, une famille, des aspirations individuelles et des besoins collectifs. Rien à voir donc avec de purs esprits qui, à force d'entraînement, survoleraient dans les nus les impératifs malheureusement réels de notre monde de terriens. C'est justement de cela qu'il ne faudrait pas parler. Le matraquage idéologique tentant d'entraîner les sportifs dans un discours avec les dieux, à Olympie bien sûr. Le temps sans doute que d'autres, les malheureux, règlent les problèmes concrets, donc sportivement impurs, que chacun connaît, qu'il ait ou non conscience des causes. Le contexte social de la dernière période a sérieusement secoué cette fuite vers les utopies sportives. Les événements autour de la tenue des Jeux olympiques à Moscou ont sans doute réveillé plus d'un observateur distrait ou somnolent. Oui, le sport, tout le sport fait partie de la vie des hommes à l'échelle universelle, quelle que soit leur race, leur nation, leur langue, leur culture, leur histoire. Personne ne peut en douter, compte tenu des événements que chacun a pu vivre, quel que soit le niveau de sensibilité face à ce problème. L'objectif du présent ouvrage est donc de contribuer modestement, compte tenu de l'ampleur du secteur considéré, au débroussaillage de la réflexion dans le domaine des pratiques corporelles de notre temps. Écrit par un ouvrier devenu dirigeant national d'une fédération sportive et n'ayant jamais cessé de pratiquer pour lui-même diverses spécialités sportives, ce livre est comme le point que l'on peut faire à un moment donné sur ce que nous ont appris les pratiques associatives à tous les niveaux du mouvement sportif. En appui sur des pratiques concrètement vécues, il se veut un éclairage et un début de démarche réflexive, les réflexives, là il y a écrit, un début de démarche réflexisme sur ces pratiques. Démarche, il faut bien le dire, qui n'en est qu'à ses premiers balbutiements, compte tenu de la faiblesse, pour ne pas dire plus, de la recherche sur cette activité humaine spécifique que sont les activités physiques et sportives. Faiblesse de la recherche à laquelle les marxistes n'échappent malheureusement pas et qui laisse le temps libre à toutes les utopies capables d'être récupérées par les idéologues qui imposent au plan des idées toutes les injustices et toutes les pratiques ségrégatives. Dans les limites qui sont les siennes, cet ouvrage poursuit principalement 3 objectifs que structurent les 4 parties du livre. Porter des éclairages sur un domaine complexe où se mêlent intimement d'une part les attentes et les demandes des plus larges masses et d'autre part des activités culturelles créées à un moment de leur histoire par les hommes et les femmes vivant en société. Situer les terrains des pratiques sociales concrètes et les formes d'organisation que l'on y rencontre. Rendent évidentes les contradictions profondes du domaine des activités physiques lorsque sont mises en rapport les aspirations à vivre autrement et les réalités de la crise générale de la société. Enfin, interroger les faits et analyser ce que fut la formidable bataille autour des Jeux olympiques de Moscou et les luttes à venir que ce choc porte en lui.
L'auteur revendique l'entière responsabilité de ce travail, mais il convient de dire que celui-ci n'aurait pas été possible sans l'important travail collectif produit par le secrétariat de la commission sportive auprès du comité central du PCF et surtout par les productions des sessions de travail théorique du comité national de la fédération sportive et gymnique du travail SGT. Ce sont donc plusieurs dizaines de ses camarades que l'auteur tient ici à remercier pour leur contribution, qu'il espère n'avoir pas trahi, tant l'importance d'un bon éclairage du terrain à parcourir pour les luttes à venir est aujourd'hui cruciale. Les ravages chez les sportifs et au-delà d'un matérialisme mécaniste et d'un idéalisme sans retenue impose que les luttes qui, sur le terrain du sport, vont se poursuivre au plan national, puissent s'appuyer sur une analyse de la réalité sociale, l'analyse qui fasse sa place au sport, toute sa place sans le réduire à une quelconque compensation hygiéniste. Rien que sa place, sans lui demander pour autant de résoudre des questions vitales qui ne sont pas de sa compétence. Première partie. Sans majuscule, car je le rappelle, ce livre est un essai. Voilà. Sans majuscule. Je vous lis. Rien n'est neutre, mais tout n'est pas politique. Le sport, contrairement aux affirmations véhiculées par la bourgeoisie depuis des décennies, n'est pas un havre de paix qui échapperait aux contraintes et aux progrès de la société, un îlot de pureté et de consensus, où disparaîtrait la lutte de classe. Un ouvrier et un patron, même en tenue de sport, ne sont pas à égalité. Au contraire, le sport est l'un des indicateurs sociologiques qui met à jour la ségrégation sociale et les inégalités. Activité sociale créée par les hommes dans un rapport complexe entre le développement des richesses d'un pays et les attentes et les demandes individuelles et collectives, l'existence du sport correspond à un moment donné du développement de la société et entretient nécessairement des rapports avec le niveau politique de l'organisation de cette société. Cela indépendamment de la conscience que peuvent en avoir ou pas les individus. Le fameux neutralisme qui sévit avec force dans les milieux sportifs n'est donc rien d'autre qu'un paravent masquant la pire des politiques, une politique qui n'ose pas dire son nom. Pour autant, nous n'en déduisons pas que dans le sport, tout serait politique, ni que tout dépendrait de la politique. Les rapports de la politique et du sport, je suis désolée, je suis un peu enrhumée, doivent, pour être compris... Oh, secret médical. Donc, être situé dans les relations qui se transforment dans la vie réelle de chaque jour et donc dans un rapport d'autonomie et de dépendance de l'un par rapport à l'autre. Autonomie et dépendance du sport en rapport avec la politique, autonomie et dépendance de la politique vis-à-vis du sport, aboutissant à situer le niveau d'interdépendance de l'un et de l'autre à un moment donné. Cela impose la rencontre, la confrontation, les décisions communes et non une ignorance superbe mais de façade entre le sport et la politique. Les tenants du neutralisme, voulant donner le change, oublient avec hauteur les impératifs politiques quand ils sont sur des tribunes, se réservant le droit de régler des problèmes dans le secret des cabinets ministériels. Prenons des exemples. Ce qui n'est pas politique, c'est la volonté ou non, l'aspiration ou non d'un individu décidant, à un moment donné, de pratiquer telle ou telle spécialité sportive. C'est un choix individuel. Ce qui est politique, ce sont les conditions sociales, culturelles, financières qui lui permettent de faire ce choix. Ce qui n'est pas politique, c'est tout l'aspect réglementaire, les dimensions du terrain de foot, les distances à courir, les règles de tel ou tel sport, les règles de l'arbitrage, les méthodes d'entraînement, les tenues que les sportifs adoptent, etc. Ces décisions, c'est aux sportifs eux-mêmes de les prendre, en s'appuyant sur les connaissances empiriques mises à jour par leurs pratiques. Ce sont les pratiquants eux-mêmes qui doivent définir leurs propres règles qui évoluent et se transforment. Ce qui est politique, c'est de créer les conditions pour que cette autonomie puisse s'exprimer. L'ordre qui l'aligne. Précédent président du comité international olympique, situait très bien cette question quand, à la session du CIO, à quelques jours de l'ouverture des Jeux de Moscou, il déclarait « Les gouvernements peuvent, comme je l'ai souvent dit, aider au développement du sport de beaucoup de manières. Les problèmes sont soulevés seulement lorsque le sport est utilisé comme une arme politique. Si l'on veut réaliser un stade, cela peut partir du choix simple du fait au niveau d'individus qui souhaiteraient pouvoir disposer pour leur plaisir d'une aire de jeu. Mais pour réaliser, il faut obligatoirement qu'un certain niveau politique prenne le relais pour la réservation du terrain, la construction, le financement. De l'aspiration individuelle aux solutions collectives, il y a forcément un niveau d'interdépendance qui se crée. Nous en sommes à la page 12. Ensuite, lorsque le stade existe, se trouve posée la question de son utilisation pour laquelle la politique et le sport retrouvent un certain niveau d'autonomie, mais également de dépendance. Autonomie de l'association qui s'organise en fonction du désir de ses adhérents, mais dépendance vis-à-vis, par exemple, de l'entretien, du gardiennage, etc.
À partir de ces quelques exemples simples, on se rend compte que le sport et politique se rencontrent sans cesse dans la vie sociale sans que l'un ou l'autre perde sa fonction spécifique, dans la mesure où chacun est convaincu de la nécessité d'un travail ensemble, sur des bases démocratiques qui tiennent compte des intérêts complexes représentés. La situation actuelle dans notre pays est toute différente. Sous couvert de neutralisme, il y a confiscation par la politique politicienne du pouvoir réel d'expression et de décision des sportifs. La concertation définie par le ministre des Sports n'est dans les faits que le camouflage d'un autoritarisme politique renforcé. Et là, nous en étions aux années 1981. Hein. Nous sommes quand même en 2002 aujourd'hui, hein, disons-le. Hein. Donc. Bon, puisque c'est une des constantes de la politique générale du pouvoir, le sport devient une courroie de transmission d'intérêts et d'idées qui lui sont imposées de l'extérieur grâce au surencadrement du ministère des Sports et de ses directions départementales. L'État dirige et impose ses choix fondamentaux, ainsi que le prévoit la loi adoptée en 1975, dite Mazo. Il habilite et contrôle les fédérations au niveau national, leur laissant seulement le pouvoir de gérer technocratiquement des domaines limités. Il faut d'ailleurs bien se rendre compte. Mazo, M-A-Z-E-A-U-D. Que la dernière période a considérablement miné les positions du neutralisme. La politique du pouvoir, incapable de continuer d'avancer masquée, s'est vue dans l'obligation d'encadrer un mouvement sportif qui, autour de la loi Mazo, s'était mobilisé pour combattre les conséquences prévisibles d'un cadre législatif qui n'est rien d'autre qu'une étatisation du mouvement associatif sportif. Conséquences prévisibles et malheureusement entrées dans les faits depuis. L'indépendance et l'autorité d'un mouvement sportif traditionnellement très conservateur était devenue malgré tout insupportable au pouvoir en place. Ce pouvoir a pu faire taire les quelques voix qui parvenaient à faire connaître les graves difficultés rencontrées par les ligues, les clubs, l'ensemble des sportifs pour organiser la pratique sportive. Ce n'est pas un mince paradoxe que ce soit les défenseurs du neutralisme qui aient politisé sans retenue le secteur sportif afin de faire taire arbitrairement au Parlement, les revendications s'exprimant et continuant de s'exprimer, en particulier face au désengagement permanent de l'État de ses responsabilités financières. Il n'y avait pas de « et ». Donc, désengagement permanent de l'État de ses responsabilités financières. Schématiquement, les choses sont claires. C'est le pouvoir qui dirige le sport français. Et en fait, un des instruments de sa politique, ce sont les autres qui payent. Communes, comités d'entreprise, clubs, pratiquement. Et c'est cela l'apolitisme officiel. Le domaine des pratiques sportives se trouve de ce fait traversé par une contradiction fondamentale vécue au niveau individuel comme au niveau des groupes sociaux. D'une part, des attentes, des demandes, des aspirations individuelles, des besoins sociaux qui cherchent à s'exprimer, à se développer, à être satisfaits, et de l'autre, une politique d'austérité qui met le sport dans une situation de dépendance renforcée vis-à-vis du pouvoir et de ses intérêts face aux mesures autoritaires permises par un cadre législatif antidémocratique. Cette situation met en avant, et de manière nouvelle, ce que l'on peut appeler la nécessité objective des changements profonds, changements dans le domaine sportif bien sûr, mais qu'il serait illusoire de croire possible complètement sans que des changements sociaux importants se produisent. Si les sportifs ont leur lutte propre à mener, dès maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de solution exclusivement sportive pour résoudre la crise profonde que connaît le sport français. 1. Les activités physiques et sportives se développent dans un système complexe. L'existence des activités physiques et sportives n'est ni le résultat d'une décision positive, ni le fruit du hasard. Ce qui fonde l'existence du sport, c'est le rapport dialectique entre l'évolution d'attributs sociaux tels que le plaisir, la joie, l'émotion, la fête et le champ social historicisé, analysé en termes d'ensemble de rapports sociaux. La naissance du sport moderne s'appuie, si l'on schématise, autant sur les attentes et les demandes, de nouvelles émotions, de nouvelles fêtes, que sur le développement des moyens d'information et des inventions scientifiques et techniques. Appuyé sur des développements de la société à un moment donné, ce qui explique les transformations profondes qu'a connues le sport en un siècle, le sport n'a pas toujours existé sous sa forme actuelle et l'on peut faire l'hypothèse qu'il n'existera pas toujours et qu'en tout cas les transformations qu'il subira changeront considérablement son visage d'aujourd'hui. Si le sport n'est pas né par décret ni par hasard, c'est parce que, dans la forme moderne que nous lui connaissons, il correspondait à une nécessité objective du développement humain et particulièrement à la fin du XIXe siècle aux intérêts et aux besoins de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Produit d'un processus dialectique entre les aspirations individuelles, les besoins collectifs et les avancées des forces productives à un moment donné, donc historiquement situé, le sport est à la fois symbole produit par l'imaginaire et l'ensemble des rapports sociaux, c'est-à-dire le niveau atteint par l'activité de l'ensemble des hommes et des femmes qui transforment la nature par leur travail socialement organisé,
et qui crée ainsi des richesses nouvelles. Développées inégalement dans toutes les couches de la société, les activités physiques et sportives sont très liées à une nouvelle manière de vivre, correspondant à des moments différents atteints par la vie sociale au plan général. Il existe donc un danger qui consiste à ne pas prendre en compte ou à survaloriser un des champs du rapport dialectique. C'est ce que fait l'idéologie dominante lorsqu'elle coupe le sport de ses racines sociales, ce qui conduit au sport évasion, au sport compensatoire, à la valorisation de la nature, etc. Mais c'est aussi ce que font certains lorsqu'ils ne conçoivent le sport que dans des fonctions sociales utilitaristes, santé, éducation, formation. C'est de là que naissent tous les discours sur les utopies de la fuite de la société et l'ennui narcissique de la culture physique et matinale. Le sport, s'il peut être un moyen ou un outil pour atteindre ses objectifs, est d'abord un but qui se suffit à lui-même. Dans le cadre de l'activité humaine dans son ensemble, le sport est complémentaire à l'action de travail et non son contraire. C'est d'autant plus vrai que la qualité et les contenus du sport que l'on pratique dépendent souvent directement de la qualité du contenu du travail social auquel on participe. Ce n'est pas un hasard si ce sont les couches sociales qui ont les plus mauvaises conditions de travail qui ne pratiquent aucun sport, comme elles ne pratiquent aucune activité dite culturelle, comme la lecture, l'écoute de la musique, la fréquentation du cinéma ou du théâtre, etc. L'individu qui a un travail aliénant a malheureusement, dans l'immense majorité des cas, des loisirs tout aussi aliénants et des pratiques sportives. Et les pratiquants sportifs ne se recrutent pas parmi les chômeurs. Au contraire, un pratiquant qui se voit privé de son travail abandonne, dans presque tous les cas, sa pratique sportive. C'est donc une illusion de croire qu'il est possible de se réaliser en tant qu'individu dans des activités de loisirs, qu'elles soient sportives ou non, si les conditions de travail restent aliénantes. Les activités de loisirs sont le complément de ce qui se passe sur le terrain du travail social. L'homme ne peut se libérer dans le loisir s'il ne se libère pas d'abord dans son travail. Dans un monde en crise où le travail est pour la majorité réduit à sa plus déprimante expression, les responsables de la guerre idéologique tendent à détourner les travailleurs des terrains de lutte principaux vers les chimères de la vie rétro, du retour à la nature, du bricolage, qui ne tiennent aucun compte de l'état réel, des forces productives et des formidables possibilités de développement tant individuel que collectif qu'elles pourraient offrir si elles étaient d'abord mises au service des hommes et des femmes qui les ont créées par leur travail. En ce sens, le sport ne peut pas être l'activité compensatoire qu'on nous présente souvent, ni une parenthèse enrichissante dans une société appauvrissante. Pour comprendre ce qui évolue dans les pratiques corporelles, il convient de bien situer les transformations profondes des modes de vie depuis la naissance du sport moderne en 1900. La durée annuelle du temps de travail était de 4000 heures et allait à notre époque de moins de 2000 heures. Rappelons-nous que grâce à leur lutte, les travailleurs ont obtenu successivement la loi des 12 heures de travail par jour en 1848, celle des 10 heures en 1900, celle des 8 heures en 1919, celle des 40 heures par semaine en 1936, mais si en 1968 les accords de Grenelle imposaient le retour aux 40 heures, en 1980 le temps de travail hebdomadaire reste pour la majorité des salariés supérieur à 40 heures et la France est, après l'Angleterre et l'Irlande, le pays d'Europe où la journée de travail est la plus longue. En 1981, dans le même temps, la concentration de l'industrie a fait considérablement grandir le nombre de salariés, comme le montrent les pourcentages suivants. 1900, population agricole 42%, ouvriers 24%, autres salariés 13%. 1974, population agricole 10%, ouvriers 37%, autres salariés 41%. Ces transformations s'accompagnent d'une exploitation accrue de l'ensemble des salariés. La moitié de la population reçoit de bas salaires. Le pouvoir d'achat stagne ou régresse. Près de 2 millions de travailleurs sur 22 millions d'actifs sont chômeurs, en particulier les jeunes et les femmes. La productivité ne cesse d'augmenter. Entre 1962 et 1977, l'indice de la productivité nationale est passé de 70 à 138. 138, j'ai bien dit. Les cadences se sont intensifiées dans le même temps où l'on assiste à une parcellisation et à une déqualification des tâches. Le travail posté, 3 x 8, 2 x 8, s'est étendu. C'est donc sur une base sociologiquement en pleine transformation que se pose la question du développement des activités physiques et sportives. D'une part, plus de temps et la perspective d'en dégager plus encore si les immenses possibilités scientifiques et techniques étaient socialement mises au service des hommes qui les ont créées. D'autre part, une exploitation accrue avec ce que cela véhicule de fatigue et parfois de désespoir. Il est frappant de remarquer que... Oula. Si le temps de travail a globalement diminué, la raison invoquée principalement par les non-pratiquants sportifs, c'est justement le manque de temps. Excusez-moi, je vais m'installer mieux que ça. Parce que j'ai un chat dans le nez depuis le début. Donc, il est frappant de remarquer que si le temps de travail a globalement diminué... Vous m'entendez ?
La raison invoquée principalement par les non-pratiquants sportifs, c'est justement le manque de temps, ce qui tend à montrer que la longueur du temps dit libre n'est qu'un des aspects du problème et que ce qui est en cause, c'est bien plus la structure psychologique et culturelle du temps contenu qu'une journée en 1980 reste de 24 heures comme en 1900. Ceci explique la formidable demande qui grandit pour un nouveau bien-être. Prenant sa source dans les transformations profondes de l'activité de travail avec ce que cela implique au niveau psychologique et inconscient, cette demande n'est pas à assimiler aux désirs superficiels et aux réalisations souvent artificielles créées par la publicité, mais est en appui sur les transformations sociales pour changer la vie des femmes et des hommes qui participent, à quelque niveau que ce soit, au progrès de la société dans laquelle ils évoluent. On peut dire qu'une double aspiration s'exprime même si elle n'est pas toujours consciente, parvenir à une activité de création propre à chaque individu. S'approprier l'activité créatrice, les connaissances qui s'accumulent dans le patrimoine culturel commun à tous. Dans le domaine des activités physiques et sportives, on peut repérer 4 grands niveaux sur lesquels s'articulent ces besoins collectifs qui, bien sûr, sont ressentis de manière beaucoup plus diversifiée lorsque l'on se place du point de vue des individus. Il s'agit des activités de récréation, des activités de formation, des activités d'éducation, des activités de création. Pour le sport, l'essentiel de ces niveaux se développe dans 2 grands systèmes socialement organisés. L'école et le mouvement associatif, que ce dernier soit lié à un pôle géographique, le quartier, la commune, le département, la région, le pays, ou au pôle de l'économie et de la production. L'entreprise. Création culturelle, c'est là la caractéristique première de l'activité humaine. Créer par son travail des possibilités nouvelles de développement pour toute la société. Créer dans le domaine qui nous intéresse ici, c'est mettre à jour des connaissances, des compétences, des potentialités pour le corps humain en situation de mouvement. Création culturelle qui rejaillit sur tous les hommes et les femmes d'une société donnée. Formation. Car pour agir, pour créer, pour travailler et transformer la société qu'il a reçue en héritage, l'être humain doit se former, c'est-à-dire s'approprier les connaissances extérieures à lui-même, stockées d'une certaine manière par les générations précédentes. Éducation, qui, au-delà de la formation, vise à permettre l'épanouissement de chaque individu dans le processus social, que ce soit dans le travail ou hors du travail. Récréation au sens où la reconstitution de la force de travail est un moment incontournable de toutes les activités humaines. Bien sûr, les pratiques corporelles ne se situent pas ou bien à un de ces niveaux ou bien à un autre. Dans les pratiques concrètes, les 4 niveaux coexistent souvent ensemble. Il ne s'agit en fait que de tendances, mais aux 2 pôles des activités. Concrètement, il est assez évident qu'entre la gymnastique matinale et la pratique de la haute performance, il y a des différences fondamentales qui ne peuvent être sérieusement mises en relation. Pour nous, il ne saurait y avoir ici de hiérarchie entre ces 2 pratiques. Il nous semble ici nécessaire de donner notre point de vue sur un débat qui n'a rien d'académique, car il oriente en fait le sens des actions à mener dans le domaine des pratiques corporelles, à savoir l'affirmation que ce qui est premier, c'est ce qui se passe à l'école. À notre sens, poser le problème de cette manière, c'est donner à l'école une primauté qu'elle n'a pas face à l'ensemble des rapports sociaux, mais également accepter un sens linéaire à la vie d'une société donnée qui serait d'abord en appui sur le vieillissement des êtres humains, et qui fait donc que l'école venant avant l'usine et naturellement donc avant la retraite serait première. Certes, ce qui se passe tout au long d'une vie est influencé fortement en négatif comme en positif par les contenus de la formation reçue à l'école, mais pour en rester au domaine des pratiques corporelles, c'est dans la famille et dans son environnement que le petit de l'homme et de la femme découvre les bases essentielles du mouvement de son propre corps. La quadrupédie, d'abord la station debout ensuite, puis la marche et la course, etc. Mouvements de son corps qui lui permettront, passant au niveau abstrait, de découvrir et de s'approprier le langage parlé et écrit, le langage figuratif, etc. On sait aujourd'hui que ces premières années sont fondamentales car sans les stimulations de l'environnement social et d'abord familial, le petit enfant ne peut s'approprier ni la station debout, ni la marche, et donc pas les langages, ni la sexualité. Ainsi que le démontrent les analyses faites à partir des enfants loups, découverts en Inde, qui se déplaçaient à 4 pattes, ne possédaient ni langage parlé, ni sexualité, et ce bien que l'un d'entre eux ait vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. L'école n'est ni le point de départ du développement social, ni le point d'arrivée. Elle est un maillon nécessaire et très important dans la mesure où elle concerne tous les enfants et leur apporte la formation de la force de travail appuyée sur une transmission du savoir scientifiquement ou empiriquement produit par la société. Il nous semble donc que dire ce qui se passe à l'école est premier, c'est donner à celle-ci une place qui n'est et ne peut être la sienne dans une société. Ce primat
donné à l'école et que l'on peut situer comme étant un axe stratégique important du réformisme, comporte en plus deux illusions qui ne manquent pas d'avoir des effets dans les luttes concrètes. D'abord, une survalorisation de l'école, qui peut et a souvent les conséquences suivantes. Une tendance à envisager les luttes pour l'école comme centre de toute stratégie politique et culturelle. Ce qui se passe en d'autres secteurs étant secondaire, d'une part, et d'autre part, une tendance à la démobilisation, puisque tout commence à l'école, on ne peut rien faire ailleurs. Donc toute stratégie de transformation sociale consiste à transformer d'abord l'école. Dans les faits, dans les pratiques concrètes, de grandes transformations se produisent dans les activités physiques et sportives, c'est vrai pour toutes les activités culturelles, sans que malheureusement le système scolaire y soit pour quelque chose. D'autre part, cela induit une conception du sport qui en fait d'abord un moyen pour des objectifs qui lui sont étrangers et non un but en lui-même, et cela crée un compartimentage au niveau des individus qui, pour être non explicité, n'en est pas moins réel. Si l'on schématise, le raisonnement sur le primat de l'école aboutit à structurer les groupes sociaux en autant de hiérarchies éducatives, d'un côté les éducateurs, de l'autre les éduqués. Le sens de l'action à entreprendre étant, pour les éduqués, de devenir éducateurs. Pas plus que dans toutes les autres activités sociales, l'école n'est susceptible, face aux APS, de libérer la classe ouvrière de son exploitation et de la ségrégation dont elle est victime, dans le sport comme ailleurs. La classe ouvrière n'a rien à attendre d'éducateurs possédant le savoir, mais qui resteraient étrangers à ses luttes, à ses demandes, à ses besoins. Contrairement à ce qu'affirme la social-démocratie, l'école n'est ni libératrice ni ségrégative en elle-même, et il serait illusoire d'attendre qu'elle se libère elle-même. Comment le pourrait-elle? Pour que mécaniquement la société se transforme. D'autres moments, particulièrement hors de l'école, sont tout aussi indispensables. C'est évident pour le lieu de la production, l'entreprise, mais aussi pour le terrain de la vie familiale et bien sûr la commune. Analyser ce que sont les pratiques corporelles suppose donc qu'on les situe dans tous les compartiments de la vie, car que cela soit conscient ou non, ces pratiques accompagnent tous les individus du premier au dernier jour de leur vie. C'est pourquoi nous considérons que si commencement il y a pour accéder aux pratiques corporelles dans leur diversité, celle-ci se situe d'abord dans l'activité sociale que produisent les développements scientifiques et techniques, et donc dans les luttes sociales organisées autour des activités physiques et sportives à l'entreprise, dans la commune et bien entendu dans l'école. Les trois substrats fondamentaux où s'organisent et peuvent se développer les pratiques corporelles ont donc un rôle complémentaire non hiérarchisé, car ils correspondent à des moments différents dans la biographie des individus pratiquant ou désirant pratiquer ces activités. 1. L'école. L'éducation physique et sportive est l'une des composantes des disciplines d'enseignement, lesquelles ont pour objectif la formation de la force de travail et la transmission du savoir et des connaissances dont l'appropriation est au centre de l'épanouissement de la personnalité et de la formation de l'homme social. 2. L'entreprise, qui est le lieu où se créent les richesses et donc les moyens capables de prendre en compte les besoins sociaux, dont le sport, des hommes et des femmes qui créent ces richesses. 3. La commune, où sont à prendre en compte les attentes et les demandes individuelles en relation avec la vie familiale et liées au temps social hors travail. L'école, l'entreprise, la commune organisent des pratiques diversifiées. Aussi convient-il, après avoir restitué rapidement leur importance et avant d'y revenir, de situer quelques points de repère et quelques limites à ce que nous appelons les activités physiques et sportives, tant il est vrai qu'aucune activité humaine ne se déroule sans mouvement du corps, conscient ou non. Donc en grand 2, nous aurons les différentes fonctions des pratiques corporelles et les systèmes qui les organisent. Je suis vraiment désolée. C'est l'heure du petit déjeuner, il est 9h17. Donc je m'arrête au premier chapitre. Donc on s'est arrêté là, dans ce livre, à la page 27. Et il paraît donc dans un livre, ce sont les 30 premières pages qui déterminent donc l'intérêt que l'on portera ou non au livre. J'espère vous faire des milliards d'autres vidéos de lecture, de livres, et également terminer les chapitres que je ne vous ai pas encore lus, puisque j'ai engagé déjà une petite poignée de livres que vous pouvez trouver donc sur ma chaîne. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute.